L'air matinal avait une morsure qui rappelait à Jesse Foster pourquoi il avait toujours détesté Octobre. Il resserra sa veste en marchant vers la maison de son ex-femme. Ce nœud familier se formait dans son estomac, comme tous les vendredis sur 2. 12 ans de mariage, 3 ans de divorce. Et pourtant ses mains tremblaient encore légèrement à l'idée de voir Lindsay. La maison avait l'air identique à celle qu'ils avaient partagée. Revêtement blanc, volets bleus, le chêne qu'il avait planté à la naissance de Casey surplombait maintenant le toit, sauf que désormais, elle appartenait à Lindsay et à son nouveau petit ami, Chad Pham. Jesse ne l'avait rencontré qu'une fois, lors d'un échange maladroit 2 mois plus tôt, quand Chad avait emménagé, rasé de près, assez amical, travaillant dans les ventes, Lindsay avait semblé heureuse, et cela était censé suffire. Jesse frappa à la porte, vérifiant sa montre. « Chatron Jadertrinta ». Pile à l'heure, il avait construit toute sa vie autour de la précision. Il le fallait dans son métier. Depuis 15 ans, il concevait des escape rooms, des puzzles élaborés qui obligeaient les gens à penser 3 étapes à l'avance. Son dernier projet, The Architect's Gambit, avait remporté des prix pour sa complexité multicouche. Ses amis plaisantaient en disant que son cerveau fonctionnait comme un ordinateur d'échecs. Toujours en train de calculer les possibilités, la porte s'ouvrit, Chad se tenait là, en débardeur malgré le froid, une bière à la main, les yeux légèrement vitreux. « Ouais, tu viens pour Casey, ramassage à 14h30. » Jesse garda un ton neutre, professionnel. « Hein ?»« Lindsay !» Chad cria par-dessus son épaule, sans bouger du seuil. Le père du gosse est là. La mâchoire de Jesse se crispa à l'expression « père du gosse » au lieu d'utiliser son nom, mais il laissa passer. « Choisis tes batailles », disait toujours son thérapeute. « Tout n'est pas une guerre. » Lindsay apparut, l'air échevelé, les cheveux attachés à la hâte. Ses yeux allaient de Jesse à Chad. « Elle est en haut ? Je vais la chercher. »« Je peux m'en occuper ?» proposa Jesse. En faisant un pas en avant, Chad se déplaça, bloquant l'entrée. Elle va la descendre. Quelque chose dans le ton de Chad fit hésiter Jesse. Ce n'était pas exactement hostile. « Mais territorial ?» Possessif, Jesse rangea cette observation dans son catalogue mental, celui qui traçait chaque interaction, chaque détail. Dans la conception de puzzle, le plus petit indice comptait. Dans la vie, il avait appris que c'était encore plus vrai. Des pas dans l'escalier, Casey descendit lentement, portant des lunettes de soleil, son sac à dos rose jeté sur une épaule. À l'intérieur de la maison, avec des lunettes de soleil, le cœur de Jesse chuta dans son estomac. « Casey, ma chérie, viens ici. » Elle s'approcha de lui, ses mouvements prudents, mesurés, 9 ans. Et elle se déplaçait comme quelqu'un 2 fois plus âgé, quelqu'un qui craignait les gestes brusques. Enlève les lunettes de soleil. Mapuche, Casey secoua la tête. Un tout petit mouvement. Lindsay, dit Jesse calmement. Qu'est-ce qui se passe ? Elle va bien ? Répondit Lindsay rapidement. Trop rapidement. Elle est juste tombée en jouant dehors avec des lunettes de soleil. Jesse s'agenouilla au niveau de Casey. Ma chérie, j'ai besoin que tu les enlèves. S'il te plaît. Elle a dit qu'elle allait bien, intervint Chad. C'est la faute du gosse. Ça fait partie de grandir. Jesse l'ignora, se concentrant sur sa fille, Casey. C'est bon. Quoi que ce soit, c'est bon. Sa petite main tremblante remonta et enleva lentement les lunettes. Les 2 yeux étaient gonflés, presque fermés, des ecchymoses violet-noir qui s'étendaient jusqu'aux pommettes, une petite coupure au-dessus du sourcil gauche, cicatrisée, la lèvre inférieure fendue puis en... Le monde entier de Jesse se réduisit à ses blessures. Sa respiration s'arrêta, et pendant un instant, tout devint silencieux. La circulation lointaine, le bruissement des feuilles, le hoquet de Lindsay, tout disparut dans un bruit blanc. Qui a fait ça ? Sa voix sortit stable, calme, dangereusement calme. L'œil restant de Casey, celui qui pouvait encore s'ouvrir partiellement, se remplit de larmes. « Papa, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je ne suis pas en colère contre toi, ma chérie. Je ne pourrai jamais l'être contre toi. Qui a fait ça ?» Elle jeta un regard en arrière vers Chad, la peur inscrite sur son visage tuméfié. Jesse se leva lentement, sa main trouvant son téléphone. « Lindsay, prends ses affaires. » Toutes... Attends, Jesse, commença Lindsay. Toutes ses affaires... Maintenant, il composa le 911, sans quitter Chad des yeux. J'ai besoin de la police et d'une ambulance au 2847 Maple Avenue. Maltraitance infantile. Traumatisme facial sévère. Bon sang. Mec, elle est tombée, dit Chad. En reculant d'un pas, Jesse leva un doigt, toujours au téléphone. Oui, blessures visibles aux 2 yeux. Gonflement facial. Possible fracture, fille de 9 ans.
Père sur place. Auteur présent. Tu ne sais pas de quoi tu parles dit Chad. Mais sa voix avait perdu de son assurance. Il m'a frappé, murmura Cassie. Avec sa batte de baseball, il a dit que j'étais irrespectueuse. Les mots flottèrent dans l'air comme du poison. Jessie termina avec le dispatching, puis attira Cassie contre lui, évitant soigneusement ses blessures. « Va t'asseoir dans ma voiture, ma chérie, verrouille les portes. » Il lui tendit ses clés. « Jessie, » dit Lindsay, la voix brisée. « Je ne savais pas, je ne pensais pas... » « Tu ne pensais pas quoi ? Que ton petit ami battait notre fille. » Jessie se tourna vers elle. « Depuis combien de temps ça dure ?»« C'était un accident, » insista Lindsay. « Il a perdu son sang-froid. » « Mae, perdu son sang-froid sur une enfant de 9 ans ?» Jessie sentit quelque chose de froid et dur s'installer dans sa poitrine. Quelque chose qui dépassait le choc initial et la rage pour atteindre la clarté, une clarté parfaite. « Crystalline, prends ses affaires. Tu as 2 minutes avant que la police arrive ?» Lindsay s'enfuit à l'étage. Chad commença à la suivre, mais Jessie se déplaça pour bloquer la porte. « Tu restes où je peux te voir ?»« Sors de ma maison, » dit Chad, essayant de rassembler de l'autorité. « C'est la maison de Lindsay. »« Tu vis juste ici ?» Jessie sourit, mais sans aucune chaleur. « Et ça va changer très bientôt ? Tu me menaces ?»« Non !» Les menaces sont pour les gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire. Jessie soutint le regard de Chad. « Je fais une promesse. » Des sirènes hurlèrent au loin. Se rapprochant, Jessie catalogua chaque détail du visage de Chad, la façon dont son œil tressaillait, la sueur qui perlait sur sa lèvre supérieure, comment ses mains se serraient et se desserraient. Bien, qu'il ait peur. Ce n'était que le début. La salle d'urgence sentait l'antiseptique. Et l'anxiété. Jessie était assis au chevet de Casey pendant qu'un médecin l'examinait, prenant des photos, documentant tout. 2 os orbitaux fracturés, ecchymose sévère, commotion mineure. L'expression du médecin s'assombrissait à chaque découverte. « Monsieur Foster ?» dit le détective Kyle Banks en s'approchant avec un bloc-notes. Il avait la quarantaine bien tassée, des tempes grisonnantes et l'air las de quelqu'un qui avait vu trop de cas comme celui-ci. « J'ai besoin de poser des questions à Casey. Je veux que mon papa soit là, » dit Casey immédiatement. « Bien sûr, c'est ton droit. » Banks tira une chaise. Sa voix douce. « Casey, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Casey fixa ses mains. « J'étais en train de regarder la télé. Chad a dit que j'étais trop bruyante. Je l'ai baissé, mais il a dit que je lui avais donné de l'attitude. Il est allé chercher sa batte de baseball, celle en aluminium, dans le garage, et m'a dit de me lever. » Les mains de Jessie agrippèrent les accoudoirs de la chaise si fort que ses articulations blanchirent. « Et ensuite ?» demanda Banks. « Il a dit qu'il m'apprendrait le respect. Il l'a balancé, sa voix se brisa. J'ai essayé de me protéger. Mais il m'a frappé au visage. 2 fois, peut-être 3. Je ne me souviens pas exactement. Je suis tombé et il est parti. Où était ta mère ? En haut ? Elle est descendue après. Elle m'a dit de mettre de la glace et de ne pas en faire toute une histoire. » Banks nota soigneusement. « Quand est-ce que c'est arrivé ? Hier matin ?» Jessie se leva brusquement et marcha jusqu'au coin de la pièce, leur tournant le dos. « Hier matin ?» Lindsay avait laissé Casey se promener avec 2 os orbitaux fracturés pendant plus de 24 heures, l'avait empêché de l'appeler, l'avait coaché pour mentir en disant qu'elle était tombée. « Monsieur Foster !» Banks se leva. « On peut parler dehors ?» Ils sortirent dans le couloir. Banks referma son bloc-notes. « Il est arrêté. On a trouvé la batte. Il y a du sang dessus. Ça correspond à son groupe sanguin de manière préliminaire. Lindsay McKnight est aussi inculpée comme complice pour ne pas avoir signalé et pour avoir empêché l'enfant de recevoir des soins médicaux. Qu'est-ce qu'il risque ? Agression sur mineur avec arme mortelle. Maltraitance infantile. Possiblement tentative de meurtre. Selon l'évaluation du procureur, il risque une lourde peine. » Banks marqua une pause. « Je sais ce que vous ressentez en ce moment. Vraiment. J'ai une fille. Si quelqu'un lui faisait ça... » Banks secoua la tête. « Mais laissez-nous nous en occuper. Laissez le système fonctionner. » Jessie regarda à travers la vitre quasi, si petite dans le lit d'hôpital. « Et si le système ne fonctionne pas ? Alors, vous nous laissez quand même nous en occuper. Parce que si vous faites quelque chose de stupide, qui s'occupera de votre fille ?» Jessie hocha lentement la tête, mais son esprit travaillait déjà, calculait déjà. Banks avait raison sur un point. Casey avait besoin de lui, ce qui signifiait qu'il devait être intelligent, très intelligent. 3 semaines passèrent. Jessie obtint la garde d'urgence, travaillant de chez lui pendant que Casey guérissait physiquement. Les blessures psychologiques prendraient plus de temps. Elle sursautait aux mouvements brusques, avait des cauchemars, refusait de dormir sans lumière. Chad avait été libéré sous caution.
46 000 € que ses parents avaient réunis péniblement, il était sous ordonnance restrictive. Interdit de contacter Casey ou Lindsay, le procès était fixé à 4 mois. Jesse était assis dans son bureau à domicile, la porte entrebâillée pour entendre si Casey se réveillait. Étudiant le dossier que son avocat lui avait donné, Chad Pham, 32 ans, né à Sacramento, travaillant dans les ventes de dispositifs médicaux, gagnant bien sa vie. Sur le papier, il avait l'air normal, mais Jesse avait appris à regarder sous les surfaces. C'était ce qui le rendait bon dans ce qu'il faisait, voir les mécanismes cachés, les pièges secrets, les portes dissimulées. Il avait déjà commencé à constituer son propre dossier. Son téléphone vibra. Travis Mayo, son associé et ami le plus proche. « Comment va Casey ?» demanda Travis. « Mieux, elle parle plus. » La thérapeute dit qu'elle est résiliente. Jesse se frotta les yeux. « J'ai besoin d'une faveur. Dis-moi, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Chad Pham. Pas juste les trucs de surface. Une enquête approfondie. Où il a fait ses études. Ses relations passées, son historique professionnel, ses réseaux sociaux remontant à des années, tout. » Travis resta silencieux un moment. « Jesse, quoi que tu penses. Je pense que notre système judiciaire va me décevoir. Il va plaider pour une réduction, prétendre que c'était une perte de contrôle unique. Il s'en sortira probablement avec 2 à 5 ans, éligible à la libération conditionnelle en 18 mois s'il est un prisonnier modèle. » La voix de Jesse était froide. « Ce n'est pas assez. Ce n'est pas ton boulot non plus. C'est ma fille. C'est exactement mon boulot. Alors fais-le de la bonne façon. Déclaration d'impact sur la victime. Pousse pour la sentence maximale. Je prévois déjà ça, mais je veux savoir à qui j'ai affaire. » Jesse ouvrit la page Facebook de Chad sur son ordinateur. Il y a quelque chose de louche chez lui. La façon dont il a essayé de contrôler le récit immédiatement, comment Lindsay semblait préparée avec son histoire. Ce n'était pas sa première fois. Tu penses qu'il a déjà fait ça ? Je sais qu'il l'a fait. Je le sens. Jesse cliqua sur des photos. Chad dans un bar. Chad à un match de football. Chad avec Lindsay. L'air heureuse. Tout soigneusement mis en scène. Les gens ne se réveillent pas un jour et battent un enfant avec une batte de baseball. Ce niveau de violence, cette cruauté décontractée, c'est pratiqué. D'accord ? Je creuse. Mais Jesse, sois prudent. Ne lui donne pas de munitions à utiliser contre toi au tribunal. Après avoir raccroché, Jesse resta dans l'obscurité, l'écran de son ordinateur reflétant sur son visage. Il pensa aux escape rooms qu'il concevait. Comment les meilleurs donnaient aux joueurs l'illusion du contrôle tout en les guidant exactement où ils voulaient qu'ils aillent. Comment le puzzle parfait avait plusieurs couches. Chaque solution révélant un nouveau défi jusqu'à la révélation finale. Chad Pham avait blessé sa fille. La loi le punirait, mais probablement pas assez. Pas de manière à s'assurer qu'il ne blesserait plus jamais un enfant. La spécialité de Jesse était de créer des scénarios inescapables avec une seule solution. Il était temps de concevoir son chef-d'œuvre. Il ouvrit un nouveau document et commença à taper, exposant ce qu'il savait, ce qu'il suspectait, ce qu'il avait besoin d'apprendre. Des patterns émergèrent, des questions se formèrent. À l'aube, il avait le squelette de quelque chose qui ressemblait à un plan, ou plus précisément, à un piège, le genre où chaque porte menait à l'obscurité et où il n'y avait pas de clé pour s'échapper. 2 semaines plus tard, Travis apparut à la porte de Jesse avec un dossier épais. Casey était à l'école, son premier jour complet depuis, ce qui avait demandé un énorme courage. Jesse l'avait accompagné jusqu'à la classe, avait rencontré son enseignante et la conseillère, s'était assuré que tout le monde comprenait la situation. « Tu vas vouloir t'asseoir pour ça ?» dit Travis. Étalant les documents sur la table de la salle à manger, Jesse versa 2 tasses de café et s'assit. « Dis-moi, Chad Pham, commençons par l'université, San Jose State. Viré en 3e année, raison officielle, malhonnêteté académique. Mais j'ai trouvé le rapport de la police du campus. Il a été accusé d'avoir agressé sa petite amie de l'époque. Elle a abandonné les charges. L'école l'a discrètement viré. La mâchoire de Jesse se crispa. Continue. Ordonnance restrictive déposée contre lui en 2019 par une femme nommée Kathy Cummings. Accordée pour 1 an après des incidents documentés de harcèlement et de menaces. Avant ça, 2 appels pour troubles domestiques de 2 adresses différentes à Sacramento en 2017 et 2018. Pas de charge déposée à chaque fois parce que les femmes n'ont pas porté plainte. Combien de femmes dont tu peux prouver ? 4 avant Lindsay. Il pourrait y en avoir plus. Travis sortit un autre document, mais voilà où ça devient intéressant. Vente de dispositifs médicaux. Sa société Medtronic Solutions. J'ai appelé une faveur à quelqu'un de leur département RH.
Chad a été réprimandé 3 fois pour comportement agressif envers des collègues. Ils l'ont gardé parce qu'il est bon en vente. Mais il est sur la corde raide. Jesse étudia les papiers, son esprit cataloguant et croisant les références. Il a un pattern, cible des femmes vulnérables. Escalade vers la violence, compte sur leur peur pour qu'elles ne portent pas plainte. Exactement. Et Lindsay correspondait parfaitement à son profil. Divorcée, mère célibataire, probablement en quête de stabilité et de compagnie, Travis secoua la tête. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de ces informations? D'abord, je m'assure que le procureur les a toutes, établir un pattern de comportement, argumenter contre tout accord de plaidoyer. Jesse se leva, faisant les 100 pas. Deuxièmement, je m'assure que son employeur sait exactement qui représente leur entreprise. C'est bien, c'est utiliser des canaux légitimes. Travis l'observa attentivement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a autre chose? Parce que je te connais depuis 10 ans et j'ai vu ce regard avant. C'est ton expression de 3 coups d'avance. Jesse sourit finement. Tu sais quel est le problème avec les gens comme Chad? Ce sont des prédateurs, mais des prédateurs paresseux. Ils comptent sur la peur et le silence de leurs victimes. Ils ne s'attendent jamais à ce que quelqu'un retourne la situation. Jesse, je ne vais rien faire d'illégal. Rien qui mette en péril la garde ou qui mette Cassie en danger. Il croisa le regard de Travis. Mais je vais m'assurer que Chad Pham ressent exactement ce qu'il a fait subir à ma fille. Peur, douleur, impuissance. Comment? Je travaille encore sur les détails, mais je sais une chose. Quand quelqu'un joue avec la vie des gens comme avec des jouets, éventuellement quelqu'un va décider de jouer en retour. Après le départ de Travis, Jesse revint dans son bureau. Sur le mur, il avait commencé à créer ce qui ressemblait à un organigramme, mais plus complexe. Un réseau de connexions, de possibilités, de points de pression. Au centre, Chad Pham, rayonnant vers l'extérieur, son travail, ses parents, ses amis, ses routines, ses faiblesses. Jesse avait passé 15 ans à comprendre comment les gens pensaient, comment ils prenaient des décisions, ce qui les poussait en avant ou les retenait. Il avait bâti une carrière là-dessus. Ces escape rooms n'étaient pas juste des puzzles. C'étaient des expériences psychologiques, voyant comment les gens réagissaient sous pression. Les observants se révélaient. Maintenant, il construirait la salle ultime, une conçue pour un public d'un seul, avec des enjeux bien plus élevés que la fierté ou une photo de victoire. Celle-ci serait conçue pour détruire. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit prudemment. « Monsieur Foster, c'est Garrett Jacobs, l'avocat de Chad Pham. » La voix était fluide. « Exercé. J'appelle pour discuter d'une possible résolution à cette situation malheureuse. Résolution. Mon client est prêt à accepter un accord de plaidoyer, agression mineure. 2 ans de probation, cours de gestion de la colère. Pas de prison. » Jesse rit. Un son dépourvu d'humour. « Votre client a battu le visage de ma fille de 9 ans avec une batte de baseball assez fort pour fracturer des os. Et vous pensez que la probation est acceptable? Monsieur Foster, je comprends que les émotions sont vives. Mes émotions sont parfaitement sous contrôle. Dites à votre client que je le verrai au tribunal. Et Monsieur Jacobs, je lui conseille de prier pour que le jury soit plus indulgent que moi. » Il raccrocha avant que l'avocat puisse répondre. Le jeu avait commencé, et contrairement au jeu que Jesse concevait pour le divertissement, celui-ci aurait des conséquences réelles, permanentes. Chad Pham avait commis l'erreur de blesser quelqu'un que Jesse protégerait jusqu'à la mort. Maintenant, il apprendrait ce que signifiait être piégé dans un puzzle sans solution, où chaque choix menait à la ruine. Et l'architecte était quelqu'un qui ne pardonnait jamais et n'oubliait jamais. Jesse regarda la photo de Casey sur son bureau. Avant le passage à tabac, son sourire large et sincère, il retrouverait ce sourire et s'assurerait qu'elle n'ait plus jamais à craindre quelqu'un comme Chad. Quoi qu'il en coûte, l'audience préliminaire eut lieu un froid mardi matin. Jesse était assis dans la galerie, la thérapeute de Cassie à ses côtés. Elle avait été assignée pour témoigner de l'impact psychologique. Chad était assis à la table de la défense dans un costume qui coûtait probablement plus cher que le paiement de la voiture de Jesse. L'air convenablement repentant, le ministère public, dirigé par la procureure adjointe Victoria Owens, fut minutieux, dossiers médicaux, photos des blessures de Casey, rapport de police. La défense essaya de le dépeindre comme un moment de mauvais jugement, du stress au travail, complètement hors caractère, puis l'avocat de Jesse, Frank Maguire, se leva pendant la partie sur l'impact sur la victime. « Votre honneur. Nous souhaitons présenter des preuves d'un pattern de comportement. » Frank exposa l'ordonnance restrictive précédente, le rapport de la police du campus.
Les appels pour troubles domestiques. Ce n'était pas un incident isolé, c'était le point culminant d'un pattern de violence croissante contre des femmes, et maintenant, un enfant. Gareth Jacobs objecta vigoureusement, mais le juge autorisa la plupart des éléments. Jessie observa l'expression de Chad passer de confiante à inquiète. Bien, pendant la pause, Jessie sortit pour prendre l'air. C'est alors qu'il la vit, Katie Cummings, la femme de l'ordonnance restrictive. Debout près de l'entrée du tribunal, elle avait la trentaine. Une énergie nerveuse émanant d'elle, Mademoiselle Cummings. Jessie s'approcha prudemment. « Je suis Jessie Foster. » Elle hocha la tête. « Je sais, j'ai lu ce qui est arrivé à votre fille. Je suis tellement désolée. Merci d'être venue. Votre témoignage pourrait faire une différence. J'aurais dû porter plainte quand j'en avais l'occasion. » Sa voix tremblait. « Il m'a menacé. Il a dit qu'il ruinerait ma carrière, ma vie. J'avais tellement peur. Alors, j'ai obtenu l'ordonnance restrictive et j'ai disparu. Changer de boulot? Déménager dans une autre ville. Vous êtes ici maintenant. Ça demande du courage. J'ai vu les nouvelles et j'ai pensé, si je ne parle pas, si je laisse une autre personne se faire blesser parce que j'avais trop peur, elle s'essuya les yeux. J'ai une fille aussi. Elle a 7 ans. Si quelqu'un lui faisait ce qu'il a fait à la vôtre, je voudrais que les gens se lèvent. » Jessie sentit quelque chose changer dans sa compréhension de la situation. Il avait été si concentré sur Chad, sur la vengeance, sur la justice pour Casey qu'il n'avait pas pleinement considéré les autres victimes, les autres femmes qui avaient été blessées, réduites au silence. « Mademoiselle Cummings, seriez-vous prête à parler au procureur? Et à moi, je construis une image complète de qui est vraiment Chad femme. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Que voulez-vous savoir ?» Autour d'un café à la cafétéria du tribunal, elle raconta son histoire. Comment Chad avait été charmant au début, attentif, aimant, comment progressivement le contrôle avait commencé. Des commentaires sur ses vêtements. Ses amis, où elle allait, puis la colère, les poussaient. La nuit où il l'avait attrapée à la gorge et soulevée du sol, promettant de la tuer si elle le quittait. « Il m'a enregistré, dit-elle doucement, des choses personnelles, intimes. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il les enverrait à tout le monde que je connaissais. C'est pourquoi je n'ai pas pu porter plainte. J'avais tellement honte. » L'esprit de Jessie bouillonnait. « Avez-vous encore des preuves de ça? Des textos, des emails, n'importe quoi. J'ai tout sauvegardé, mis sur un disque dur. Et enfermé, je me disais que je n'en aurais plus jamais besoin. » Elle croisa son regard. « Mais je vous le donnerai si ça aide. Ça aidera, je vous le promets. » Ce soir-là, Jessie s'assit avec Cassie, les dents avec ses devoirs. Elle guérissait bien physiquement. Le gonflement avait diminué, bien que les ecchymoses soient encore visibles. La guérison psychologique prendrait plus de temps. « Papa, dit-elle soudain, est-ce que Chad va en prison ?» Jessie choisit ses mots avec soin. « Le juge va décider de ce qui lui arrive. Mais je vais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais te blesser, toi ou qui que ce soit d'autre. » Comment? En disant la vérité sur qui il est vraiment. Parfois, les mauvaises personnes cachent qui elles sont, et les bonnes personnes se font blesser. Mais quand tout le monde connaît la vérité, elles ne peuvent plus se cacher. Casey hocha lentement la tête. « J'avais peur de te le dire. Je pensais que c'était peut-être ma faute. » Comme il l'a dit, Jessie l'attira contre lui, prudent avec ses blessures encore en guérison. « Écoute-moi, rien de tout ça n'était ta faute. Pas une seule partie. C'est un adulte qui a choisi de blesser un enfant. C'est sur lui, pas sur toi. Promets que tu ne le laisseras blesser personne d'autre. Je le promets. » C'était une promesse qu'il comptait tenir, quoi qu'il en coûte. L'enquête de Jessie sur la vie de Chad devint méticuleuse, presque obsessive. Il interviewa 2 autres ex-petites amies de Chad, des femmes que Travis avait retrouvées. Les 2 racontèrent des histoires similaires, du charme qui virait au contrôle, de l'affection qui se transformait en violence. L'une, Jodie McLaughlin, avait des photos d'ecchymoses, un poignet cassé quand Chad avait, accidentellement, claqué une porte dessus. Aucune n'avait porté plainte. Toutes portaient encore le poids de la honte et de la peur des années plus tard. Mais elles parlaient, maintenant, à Jessie, au procureur, à quiconque voulait écouter. Le pattern était indéniable. Les nuits de Jessie devinrent des sessions de planification stratégique. Il couchait Casey, puis se retirait dans son bureau, où son mur était devenu une toile d'araignée de connexions et de possibilités. Il ne planifiait plus seulement pour le procès. Il planifiait pour après, parce que le procès n'irait que jusqu'à un certain point. Chad passerait du temps en prison. Oui, mais ensuite quoi? Éventuellement, il serait libéré. Éventuellement, il trouverait une autre femme, une autre victime. Le système le punirait, mais ne l'arrêterait pas. Jessie devait s'assurer que Chad femme ne pose plus jamais de menaces.
Son téléphone sonna tard une nuit. Wendell Barnes, un vieux ami d'université qui travaillait maintenant dans le journalisme d'investigation. « Jesse, j'ai eu ton message. Tu veux que je publie un article sur ce type ? Pas encore, mais je veux que tu sois prêt quand le moment viendra. J'ai besoin que ça devienne public en grand, pas juste les nouvelles locales. L'attention nationale ? De quoi on parle ? Un abuseur en série qui a été protégé par le silence et la honte pendant plus d'une décennie, multiple victims. Pattern de violence croissante culminant dans le passage à tabac brutal d'une enfant de 9 ans. Mais voilà l'angle, son employeur savait. Ils avaient des plaintes, des incidents, des avertissements. Ils l'ont gardé parce qu'il leur rapportait de l'argent. Wendell siffla. C'est une sacrée histoire, mais j'aurai besoin de preuves. Je t'obtiendrai des preuves. Sois juste prêt. Après avoir raccroché, Jesse ouvrit le site web de la société de Chad. Medtronic Solutions. Vente de dispositifs médicaux. Principalement à des hôpitaux et cliniques, leur site proclamait leur engagement pour l'intégrité, la sécurité, les soins aux patients, de beaux mots. Jesse commença à rédiger un email, soigneusement formulé depuis un compte anonyme. Il joignit la documentation sur le comportement de Chad, l'ordonnance restrictive, les rapports de police, les déclarations des victimes. Il l'envoya au département de conformité de la société, aux RH et au PDG. Puis il attendit. 3 jours plus tard, Travis appela. Ils l'ont suspendu, en attendant une enquête interne. Bon début, tu n'as pas fini ? Hein ? Pas du tout. La date du procès approchait. La procureure adjointe Owens construisit un dossier accablant et Jesse lui fournit tout ce qu'il avait rassemblé, le pattern d'abus, les victimes précédentes prêtes à témoigner, les preuves du comportement calculé de Chad. Garrett Jacobs essaya de supprimer la plupart, arguant du préjudice, mais le juge l'autorisa comme preuve d'intention et de caractère. La confiance de Chad se fissura au fur et à mesure du procès. Ses parents, assis au premier rang, avaient l'air de plus en plus dévastés au fur et à mesure que la vérité sur leur fils émergeait. Jesse les plaignit presque. Puis, il se rappelait les yeux gonflés de Cassie et toute sympathie s'évaporait. Le dossier du ministère public était écrasant. Des experts médicaux témoignèrent de la force requise pour causer les blessures de Cassie. La thérapeute décrivit ses cauchemars, sa peur, sa régression. Les ex-petites amies de Chad témoignèrent de leurs expériences, peignant le portrait d'un homme qui aimait blesser les femmes et les enfants, qui prenait son plaisir dans le pouvoir et le contrôle. Quand Casey prit la barre, la salle d'audience devint silencieuse. Elle était petite dans le box des témoins, mais sa voix était claire quand elle décrivit ce qui s'était passé. Jesse observa Chad, le vit détourner le regard, incapable de croiser ses yeux, lâche. La défense essaya de dépeindre Chad comme stressé, dépassé, quelqu'un qui avait commis une terrible erreur, mais les preuves étaient trop fortes, trop cohérentes. Ce n'était pas une erreur, c'était qui il était. Le jury délibéra pendant 4 heures. Quand ils revinrent, le verdict fut unanime. Coupable sur tous les chefs, à la sentence 2 semaines plus tard, le juge ne retint pas ses coups. « Monsieur Femme, vous avez systématiquement abusé de la confiance placée en vous par plusieurs femmes. Vous avez escaladé de la manipulation émotionnelle à la violence physique et enfin à l'assaut brutal d'un enfant sans défense. Vous n'avez montré aucun remords sincère, seulement du regret d'avoir été pris. » Chad fut condamné à 8 ans de prison d'État. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 5 ans servis. Jesse ne ressentit aucune satisfaction. Ce n'était pas assez. Ça ne le serait jamais. Après la sentence, il se tint dehors le tribunal pendant que les reporters criaient des questions. Il fit une brève déclaration sur l'espoir que cela apporte une clôture pour Casey et remercia le système judiciaire, mais la clôture était un mensonge. Casey porterait ses cicatrices pour toujours. Et Chad sortirait éventuellement, même si ça prenait 8 ans, à moins que Jesse fasse quelque chose pour s'assurer que la vie de Chad hors de prison soit impossible. Ce soir-là, l'article de Wendell sortit, les nouvelles nationales le reprirent en quelques heures. Une société de vente de dispositifs médicaux employait sciemment un abuseur en série. L'article détaillait tout, l'historique de Chad, les plaintes contre lui, l'échec de la société à agir. Les actions de Medtronic Solutions chutèrent de 15% en 2 jours. À la fin de la semaine, ils avaient licencié Chad et lancé une revue externe de leurs pratiques RH. Leur PDG démissionna sous pression, mais Jesse n'avait pas fini. Il avait traqué les finances de Chad en utilisant des méthodes pas exactement légales mais hautement efficaces. Chad avait de l'argent, des économies, des investissements, les produits de la vente d'une propriété héritée, de l'argent qu'il utiliserait pour se reconstruire à sa sortie.
Jesse avait d'autres plans pour cet argent. Travaillant avec un contact spécialisé en sécurité numérique, Derek Donnelly, quelqu'un que Jesse avait aidé des années plus tôt avec une conception d'escape room pour une conférence de sécurité, il s'assura que les informations financières de Chad atterrissent entre les mains de ses victimes, anonymement. Bien sûr, dans le mois, 4 poursuites civiles furent déposées contre Chad, ses actifs furent gelés en attendant les jugements, ses parents, déjà dévastés, furent forcés d'engager des avocats pour protéger leurs propres finances, d'être entraînés dans les jugements, et Jesse avait un dernier coup en tête. La prison d'État où Chad était détenu n'était pas loin, environ 2 heures de route. Jesse fit le trajet un samedi matin, laissant Casey avec Travis et sa femme. Il n'avait dit à personne où il allait. Il avait demandé un passe-visiteur sous son vrai nom. Il voulait que Chad sache exactement qui venait. La salle des visites était déprimante, mobilier bon marché, lumière fluorescente. Odeur de nettoyant industriel, Chad fut amené en tenue orange de prisonnier, l'air plus mince, plus vieux. Quand il vit Jesse, son expression passa de la confusion à la colère. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Jesse s'assit en face de lui, séparé par une table, mais rien d'autre. Pas de barrière en verre, juste 2 hommes dans une pièce. « Je voulais te voir. Avoir une conversation, on n'a rien à se dire. Je pense que si... » Jesse s'adossa, décontracté. Comment la prison te traite ? Va te faire foutre. J'assume que tu as entendu parler des poursuites, des jugements civils, de ton entreprise qui t'a viré et qui est investiguée, de la couverture nationale qui fait de ton nom un synonyme d'abuseur d'enfants. La mâchoire de Chad se crispa. Mon avocat dit que c'est du harcèlement, que tu es derrière tout ça. Ton avocat a partiellement raison. J'ai fourni des informations aux parties appropriées. Je me suis assuré que les gens sachent qui tu es vraiment. Mais harcèlement, non. Ça s'appelle des conséquences. Je suis déjà en prison. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Jesse sourit et ce n'était pas une expression aimable. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu as blessé ma fille. Tu as battu son visage avec une batte de baseball parce qu'elle t'énervait. Tu aurais pu la tuer. C'était une erreur. Arrête ! La voix de Jesse coupa comme un couteau. N'insulte pas nous deux avec ce mensonge. Tu es un prédateur. Tu l'es depuis des années. Tu as aimé la blesser comme tu as aimé blesser toutes ces femmes. Chad ne dit rien, mais quelque chose de sombre vacilla dans ses yeux. « Voilà ce qui va se passer », continua Jesse. « Tu vas purger ta peine, 5 ans minimum, peut-être 8 si tu merdes ici. Et quand tu sortiras, tu découvriras que j'ai systématiquement détruit chaque aspect de ta vie hors de ces murs. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Ta réputation est ruinée. Tes finances sont parties. Ta carrière est finie. Et je me suis assuré que chaque endroit où tu pourrais essayer de te reconstruire, chaque femme que tu pourrais essayer de manipuler, chaque opportunité que tu pourrais chercher, ils sauront tous exactement qui tu es. » Chad se pencha en avant, la haine brûlant dans son expression. « Tu te crois si intelligent ? Si juste, mais tu es comme moi. Tu es prêt à détruire quelqu'un pour ta propre satisfaction ? » ?»« Non, » dit Jesse calmement. « Je suis prêt à détruire quelqu'un pour protéger les autres d'être détruits. Il y a une différence ? Vraiment ? Ou est-ce que tu te dis ça pour pouvoir dormir la nuit ? » Jesse se leva. « Je dors parfaitement bien. Ma fille est en sécurité. Tes autres victimes obtiennent justice. Et toi, tu es exactement où tu dois être. Mais au cas où tu aurais des idées de rétribution quand tu sortiras d'Yanley, de venir après moi, ou Casey, ou qui que ce soit d'autre. » Il posa un dossier sur la table. Chad l'ouvrit. À l'intérieur, des photos, la maison de ses parents, le lieu de travail de sa sœur, ses amis, les endroits où ils allaient, leur routine. « Je sais tout sur ta vie ?» dit Jesse doucement. « Tout le monde que tu aimes, tous ceux qui pourraient encore se soucier de toi. Si quoi que ce soit m'arrive ou à ma famille, si tu nous regardes seulement de travers quand tu seras libéré, les informations que j'ai compilées seront relâchées aux autorités. Des informations sur d'autres incidents que tu pensais enterrer. Des choses qui ajouteraient des décennies à ta sentence. » C'était un bluff pour la plupart. Mais Chad ne le savait pas. « Tu es fou ? Non ? Je suis un père qui fera absolument n'importe quoi pour protéger son enfant. Souviens-t'en. » Jesse se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Oh ! Et une chose de plus. Cette batte de baseball que tu as utilisée, celle couverte du sang de ma fille. Le ministère public l'a gardée comme preuve, mais ils en ont fini avec maintenant. J'ai demandé qu'elle me soit remise. Le visage de Chad pâlit. Je la garde dans mon garage, » continua Jesse. « Là où je peux la voir tous les jours. Et je pense à ce que tu as fait, et je me souviens que tu as pris ma miséricorde pour de la faiblesse. Ma patience pour de la passivité, c'était ton erreur. Tu me menaces ? » Jesse sourit. « Non, je tiens une promesse.
La promesse que j'ai faite à Casey que tu ne blesserais plus jamais personne, je l'ai tenue jusqu'ici, n'est-ce pas? Ta vie est finie. Chad, tu ne l'as pas encore accepté. Il sortit, laissant Chad assis dans un silence stupéfait. Le trajet de retour sembla plus propre. Plus léger, Jesse avait dit ce qu'il avait besoin de dire, fait ce qu'il avait besoin de faire. Pas tout n'était légal, pas tout n'était gentil, mais c'était nécessaire. Quand il rentra, Casey était dans le salon, travaillant sur un puzzle, un vrai puzzle en pièces, pas une de ses conceptions d'escape room. Elle leva les yeux quand il entra et, pour la première fois en des mois, lui offrit un vrai sourire. « Papa, regarde, j'ai presque fini les pièces du bord. » Jessie s'assit à côté d'elle, aidant à assembler les pièces. « C'est super, ma chérie. Tu es vraiment bonne à ça? J'ai appris de toi. Tu dis toujours de chercher les patterns. C'est vrai? Les patterns te disent où les choses s'assemblent. » Ils travaillèrent dans un silence confortable un moment, puis Casey parla doucement. « Est-ce que tu as vraiment gardé sa batte de baseball ?» Jessie la regarda, surpris. « Tu as entendu ça? Travis m'a dit que tu étais allé le voir. » J'ai demandé pourquoi. Jessie réfléchit soigneusement à sa réponse. « Oui, je l'ai gardé comme rappel. »« Et de quoi? De ce dont je te protège et de à quel point tu étais forte pour survivre ?» Il passa son bras autour d'elle. « Tu es plus courageuse que tu ne le sais, Casey. » Elle s'appuya contre lui. « Je ne suis pas si courageuse. J'ai encore des cauchemars. » Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de faire ce que tu dois faire quand même. Tu as témoigné au tribunal, tu as dit la vérité même si c'était dur. C'est du courage. Est-ce que j'arrêterai un jour d'avoir peur? La peur deviendra plus petite. Elle ne partira pas complètement, mais elle deviendra gérable et je serai là à chaque étape. Casey hocha la tête, assemblant une autre pièce. « Je suis contente qu'il soit en prison. Moi aussi, et je suis contente que tu sois mon papa. » La gorge de Jessie se serra. « Je suis content que tu sois ma fille. Et je promets que je te protégerai toujours. » Quoi qu'il arrive, c'était une promesse qu'il avait déjà tenue de manière qu'elle ne comprendrait jamais pleinement. Mais c'était ok. Elle n'avait pas besoin de savoir les longueurs auxquelles il était allé, les lignes qu'il avait franchies, la destruction systématique qu'il avait orchestrée. Elle avait juste besoin de se sentir en sécurité, et elle l'était. C'était assez... 6 mois passèrent. Les blessures physiques de Casey guérirent complètement. Bien qu'elle ait toujours une légère cicatrice près de son sourcil gauche, la guérison psychologique continuait. Session de thérapie hebdomadaire, réduction graduelle des cauchemars. Reconstruction lente de la confiance dans le monde. Lindsay avait été condamnée à 6 mois en prison de comté pour son rôle. Suspendue à de la probation après avoir témoigné contre Chad, elle avait écrit des lettres d'excuses à Casey, mais Casey n'était pas prête à les lire. Peut-être un jour, Jessie les gardait dans une boîte au cas où Jessie revint au travail, concevant une nouvelle escape room appelée Justice Served. C'était sa conception la plus complexe à ce jour, avec une série de puzzles interconnectés où résoudre l'un révélait la vraie nature d'un autre. Les joueurs pensaient s'échapper d'un tribunal, mais le vrai but était de découvrir la vérité sur un système corrompu. Les critiques l'adorèrent. Ils l'appelèrent son chef-d'œuvre. Sans savoir qu'il était inspiré d'événements réels, un soir, Jessie reçut un appel de Katie Cummings, la femme de l'ordonnance restrictive. « Monsieur Foster, je voulais vous dire que j'ai obtenu un règlement de la poursuite civile. C'est plus d'argent que je n'en ai jamais espéré. Mais plus que ça, je me sens libre. Pour la première fois en des années, je ne regarde pas par-dessus mon épaule. C'est merveilleux. Vous méritez cette paix. Je voulais vous remercier de nous avoir crus, d'avoir combattu quand nous ne pouvions pas. Vous avez combattu aussi. Vous l'avez toute fait en venant témoigner. » Après avoir raccroché, Jessie réalisa que peut-être c'était la vraie victoire. Pas l'emprisonnement de Chad ou sa ruine financière, mais la liberté que ses victimes ressentaient maintenant, la capacité d'aller de l'avant sans peur. Il alla vérifier Cassie. Elle dormait, sa veilleuse projetant des ombres douces. Il ajusta sa couverture et resta là un moment, regardant sa respiration paisible. C'était pour ça qu'il avait tout fait. Ce moment de paix, cette sécurité, cet avenir. Le lendemain matin, Jessie reçut un email de Garrett Jacobs, l'avocat de Chad. Chad pétitionnait pour une libération anticipée après 2 ans purgés, citant bonne conduite et surpopulation. Jessie contacta immédiatement Victoria Owens, la procureure adjointe. « Quelles sont nos options? On se bat? Les victimes peuvent soumettre des déclarations s'opposant à la libération anticipée. Vu la sévérité du crime et son historique, la commission des libérations conditionnelles la refusera probablement. Mais il pourrait l'approuver. Il y a toujours une chance, c'est le système.
Jessie raccrocha et fixa son écran d'ordinateur. 2 ans? Chad arguerait qu'il avait été réhabilité, qu'il avait pris des cours de gestion de la colère, qu'il méritait une seconde chance, mais Jessie savait mieux. Les gens comme Chad ne changeaient pas, ils devenaient juste meilleurs à se cacher. Il ouvrit le dossier qu'il maintenait, le dossier complet sur Chad Femme. Chaque incident, chaque victime, chaque drapeau rouge, il en avait donné la plupart aux autorités, mais en avait gardé certains assurance. Il était temps de les utiliser. Il contacta Wendell Barnes. « J'ai besoin que tu publies un article de suivi. Chad cherche une libération anticipée. Le public doit savoir. J'aurais besoin d'informations fraîches. Quelque chose qui le rende digne d'intérêt au-delà de juste un abuseur condamné cherchant la libération conditionnelle. » Jessie réfléchit un moment. « Et si je te disais qu'il y avait des incidents en prison, qu'il a été réprimandé pour comportement agressif envers d'autres détenus? C'est vrai? J'ai un contact dans le système pénitentiaire. Laisse-moi vérifier. » C'était vrai? Chad avait été réprimandé 2 fois. Une fois pour avoir menacé un autre détenu, une fois pour une altercation physique. Rien d'assez majeur pour affecter sa sentence, mais assez pour montrer un pattern continuant même derrière les barreaux. L'article de Wendell sorti 2 jours plus tard. Abuseur d'enfants condamné cherche libération anticipée malgré comportement violent continu. La réponse publique fut immédiate et écrasante. Des pétitions circulèrent, des groupes de défense des victimes se mobilisèrent. La commission des libérations conditionnelles reçut des milliers de commentaires s'opposant à la libération de Chad. Quand l'audience eut lieu, Jessie y assista. Ainsi que Katie, Jody et 2 autres victimes, elles donnèrent chacune des déclarations sur l'impact durable de l'abus de Chad, sur leur peur qu'il récidive. Casey, maintenant presque 10 ans, demanda à soumettre une déclaration écrite. Jessie l'aida à la composer. « Chad Femme m'a blessé très gravement. J'ai des cauchemars sur lui. J'ai peur qu'il blesse d'autres enfants comme moi s'il sort tôt. S'il vous plaît, ne le laissez pas sortir. S'il vous plaît, gardez-moi et les autres enfants en sécurité. » La commission délibéra moins d'1 heure. Refusé. Chad purgerait sa pleine sentence. Minimum 5 ans avec revue à ce point. Jessie se permit de ressentir du soulagement. 5 ans de sécurité, 5 ans pour que Casey grandisse plus forte. Guérisse, devienne la personne qu'elle était destinée à être sans peur. 3 ans après la sentence, Jessie et Casey se tenèrent dehors le bureau de sa nouvelle thérapeute. Elle avait gradué du programme pour enfants et passé à un spécialiste pour adolescents. À 12 ans, elle était plus grande, plus confiante, bien qu'elle porte encore le poids de ce qui s'était passé. « Est-ce que je dois continuer ?» demanda-t-elle. « Je vais mieux? Tu vas mieux? C'est pourquoi la thérapie marche. » Jessie serra son épaule. « Mais la guérison est un processus, pas une destination, et il n'y a pas de honte à obtenir de l'aide. » Elle hocha la tête. « Acceptant ça, on peut prendre une glace après? » « Absolument. » Pendant que Casey était en session, Jessie s'assit dans la salle d'attente, répondant à des emails. Son entreprise prospérait. 3 nouveaux emplacements d'escape rooms. Un contrat de consulting avec une société de divertissement. Un contrat de livre pour un guide de conception de puzzles. Il avait transformé sa période la plus sombre en carburant créatif, canalisant tout dans son travail. Son téléphone vibra. « Travis? Café? Besoin de parler ?» Ils se rencontrèrent à leur endroit habituel, un petit café en centre-ville. Travis glissa un dossier sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jessie. « Les évaluations psychologiques de Chad en prison. Obtenues de mon contact. Je pensais que tu voudrais les voir. » Jessie ouvrit le dossier. Les notes du psychologue peignaient le portrait de quelqu'un qui avait appris quoi dire. Comment se présenter, mais n'avait pas réellement changé. Des phrases comme remords superficiels. Tendance manipulatrice et très narcissique continuait à apparaître tout du long. « Il joue le jeu ?» dit Jessie. « Exactement. Il a compris ce que la commission veut entendre. Et il va le livrer parfaitement dans 2 ans quand il sera éligible à nouveau. Donc, on prépare, on documente tout. On s'assure que la commission sait à qui elle a affaire, vraiment. Jessie, tu as déjà fait plus que quiconque pouvait espérer. Tu as détruit sa vie, assuré la justice pour les victimes, protégé Casey. À un certain point, tu dois lâcher prise. Quand Casey pourra dormir sans veilleuse, quand elle pourra entendre un bruit fort sans sursauter, quand elle pourra faire confiance aux gens sans se demander s'ils vont la blesser. » Jessie ferma le dossier. « Alors je lâcherai prise. » Travis soupira. « Tu sais ce qui m'inquiète? Que tu sois devenu si concentré sur Chad que tu manques la récupération réelle de Casey. Elle va bien? » Jessie, vraiment bien. Elle est au tableau d'honneur. Elle a des amis, elle fait du théâtre. Elle s'épanouit malgré ce qui s'est passé. Jessie leva les yeux. Surpris. Je sais ça.
Vraiment, où es-tu si occupé à préparer la prochaine audience de libération conditionnelle de Chad que tu ne vois pas à quel point elle a progressé? Les mots frappèrent plus fort que Jessie ne s'y attendait. Travis avait-il raison? Son focus sur la prévention de dommages futurs l'avait-il aveuglé à la force présente de Casey? Ce soir-là, Jessie s'assit avec Casey pour dîner. Parle-moi de la pièce d'école. Elle s'illumina. J'ai eu le rôle principal. Je vais être Mathilda. On commence les répétitions la semaine prochaine. C'est incroyable. Comment te sens-tu? Nerveuse mais excitée. Madame Browning, l'enseignante de théâtre, dit que je suis parfaite pour le rôle parce que je suis petite mais féroce. Jessie sourit. Ça sonne exactement juste. Tu viendras au spectacle? Je ne le raterai pour rien au monde. Plus tard, en la regardant pratiquer ses répliques, Jessie réalisa que Travis avait raison. Il avait été si concentré sur le monstre en cage qu'il avait manqué le phénix renaissant des cendres. Casey était plus qu'une victime. Elle était une survivante, une combattante, quelqu'un qui avait affronté l'horreur et en était sortie plus forte. Oui, elle avait des cicatrices, mais elle avait aussi du courage, de la résilience et un avenir qui s'étendait bien au-delà de ce terrible jour. Peut-être que c'était la vengeance ultime, pas détruire Chad, mais s'assurer qu'il ne pouvait pas la détruire. Le cap des 5 ans approchait, Chad serait éligible à une revue de libération conditionnelle. Jessie prépara méthodiquement, rassemblant la documentation, coordonnant avec les victimes, s'assurant que la commission avait des informations complètes. Mais quelque chose avait changé en lui. La rage consumante avait refroidi en détermination. Le besoin de vengeance s'était transformé en protection. Il ne combattait plus parce qu'il haïssait Chad. Il combattait parce qu'il aimait Casey. La différence comptait. L'audience de libération conditionnelle fut tendue. Chad avait l'air différent. Plus vieux, plus gris, portant des lunettes maintenant. Il avait clairement été coaché. Il parla de réhabilitation, de thérapie, de compréhension du mal qu'il avait causé. Il s'excusa, les yeux convenablement baissés. Jessie n'était pas dupe. Ni la commission, Monsieur Pham, dit le président de la commission. Vos mots sont convaincants, mais vos évaluations psychologiques suggèrent un pattern de dire ce qui est attendu plutôt qu'un changement sincère. De plus, nous avons reçu une documentation extensive sur votre comportement avant l'incarcération et pendant, qui indique un manque fondamental d'empathie et des tendances manipulatrices continuées. L'avocat de Chad objecta, arguant que tout le monde méritait une seconde chance. Monsieur Pham a eu plusieurs secondes chances, répondit le président. Chaque fois, il a récidivé avec une violence croissante. La responsabilité de cette commission est la sécurité publique. Nous ne sommes pas convaincus que Monsieur Pham ait démontré une réhabilitation sincère. Libération conditionnelle refusée. Revue dans 2 ans. Alors qu'il sortait, Chad croisa le regard de Jessie. Le masque glissa un instant, révélant la haine dessous, puis il revint, l'expression repentante, la tête baissée. Jessie ne ressentit rien d'autre que de la pitié. Chad passerait le reste de sa vie dans ce cycle, prétendant être réformé, se voyant refuser la libération, devenant plus en colère, répétant le processus. Il se piégeait lui-même plus efficacement que Jessie n'aurait jamais pu le faire. Dehors, Casey attendait avec la femme de Travis. Elle avait 14 ans maintenant, plus grande que Jessie ne se rappelait, au seuil de devenir une jeune femme. Elle vit son expression et sourit. « Il ne sort pas. Pas aujourd'hui. Probablement pas pour longtemps. Bien. » Elle passa son bras sous le sien. « On peut rentrer. J'ai un test de géométrie demain et j'ai besoin de ton aide pour étudier. » Alors qu'ils roulèrent vers la maison, Casey parla de l'école, de ses amis, de ses plans pour l'été, des préoccupations normales d'adolescente. Belles, banales, précieuses. Jessie réalisa qu'il avait préparé une bataille qui était déjà gagnée. Casey avait survécu, elle avait guéri, elle avait avancé, Chad était enfermé, sa vie essentiellement terminée, les victimes avaient trouvé une clôture, la justice avait été servie. Il était temps de lâcher prise. Pas de la vigilance. Il protégerait toujours Casey, serait toujours préparé, mais du besoin consumant de vengeance. Du focus constant sur la destruction de Chad. Ce chapitre était clos. « Papa !» dit Casey. « Tu vas bien ?»« Ouais, ma chérie. »« Je vais bien ? Tu sembles différent, plus léger en quelque sorte. Peut-être que je le suis. » Il la regarda. « Tu sais quoi ? Je suis fier de toi d'avoir traversé ça, d'être forte, de devenir cette personne incroyable malgré tout. » Elle rougit. « J'ai eu de l'aide ? Tu étais toujours là. Et je le serai toujours. » Cette nuit-là, Jessie alla dans son garage et regarda la batte de baseball qu'il avait gardée, l'arme de Chad tachée du sang de Casey, préservée comme preuve puis remise à lui. Il l'avait gardée comme rappel, symbole de sa promesse.
Mais Casey n'avait plus besoin de symboles. Elle avait besoin d'un père présent. Pas hanté, Jesse jeta la batte à la poubelle, puis il alla dans son bureau et démonte le mur de notes, les organigrammes, les connexions. Il avait documenté la vie de Chad pendant des années, traquant chaque détail, préparant chaque possibilité. Plus maintenant, il garda les fichiers essentiels, des choses qui pourraient être nécessaires pour de futures audiences de libération conditionnelle. Mais détruisit le reste. L'obsession était terminée. Dans le salon, Casey était roulée en boule sur le canapé, regardant un film. Jessie s'assit à côté d'elle, et elle s'appuya immédiatement contre lui, confortable et confiante d'une manière qui aurait semblé impossible 5 ans plus tôt. « Je t'aime, papa », dit-elle distraitement, concentrée sur l'écran. « Je t'aime aussi, ma chérie ». Et à cet instant, Jessie comprit ce que ressemblait vraiment la victoire. Ce n'était pas Chad pourrissant en prison ou sa vie détruite, ou les victimes obtenant des règlements. Ces choses comptaient, mais ce n'était pas la vraie victoire. La vraie victoire était ça, Casey guérissant, riante, vivant sans peur. La vraie victoire était sa confiance restaurée, son avenir ouvert, sa force reconnue. Chad avait essayé de la briser. Il avait échoué, c'était la seule vengeance qui comptait. 2 ans plus tard, Casey graduait du lycée comme major de promotion. Elle donna un discours sur la résilience, sur surmonter l'adversité, sur les gens qui vous soutiennent quand le monde semble sombre. Elle ne mentionna jamais Chad par son nom, mais tout le monde savait de quoi elle parlait. Jessie était assis dans l'audience, des larmes coulant sur son visage, regardant sa fille posséder son histoire. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir, son traumatisme en triomphe. Après la cérémonie, ils prirent des photos, Casey Antoge toqué, souriant sincèrement. Jessie pensa à la fille aux yeux noirs et aux lunettes de soleil. À peine capable d'ouvrir les yeux, cette fille avait disparu. Cette jeune femme avait surgi de ses cendres. « Cornell m'a accepté », dit soudain Cassie. Bourse complète. Jessie la serra dans ses bras. « C'est incroyable. Je suis si fière de toi. Je veux étudier la psychologie. Aider les enfants qui ont traversé ce que j'ai traversé. » Elle recula, le regardant sérieusement. « Est-ce que c'est OK si j'utilise ce qui s'est passé pour aider les autres ?»« Casey, c'est plus qu'OK. C'est beau. » Elle sourit. « J'ai appris de toi. Tu sais, tu m'as montré que les mauvaises choses n'ont pas à te définir. Elles peuvent te raffiner. » Jessie ne put parler un moment, submergée. « Tu vas faire des choses incroyables. On va faire des choses incroyables, » corrigea-t-elle. « Tu ne te débarrasseras pas de moi juste parce que je vais à l'université. » Cette nuit-là, Jessie reçut un appel de Victoria Owens, la procureure adjointe qui avait poursuivi Chad. « Jessie, je voulais vous dire que Chad a déposé une autre pétition de libération conditionnelle. La commission l'a refusée sans audience. Basée sur ses évaluations psychologiques et des problèmes de comportement continués en prison, ils ont recommandé qu'il purge sa pleine sentence de 8 ans. Merci de me l'avoir dit. Aussi, il y a autre chose. La législature de l'État a passé une loi, la loi Cassie, il l'appelle. Elle augmente les peines pour maltraitance infantile et ferme certaines failles qui permettaient à des délinquants comme Chad d'obtenir des sentences réduites. Votre plaidoyer a fait une différence. » Après avoir raccroché, Jessie resta assis en silence. La loi Cassie, sa douleur était devenue une législation qui protégerait d'autres enfants. C'était un héritage. Il pensa aux 7 dernières années, la rage, la planification, la destruction systématique de la vie de Chad. Une partie de ce qu'il avait fait était légale, une partie ne l'était pas. Tout avait été nécessaire, mais la vraie victoire n'était rien de ce que Jessie avait fait, c'était tout ce que Cassie était devenue. Elle avait pris sa pire expérience et l'avait transformée en force. Elle avait affronté son abuseur au tribunal et dit la vérité. Elle avait guéri sans laisser la haine la consumer. Elle avait choisi d'utiliser sa douleur pour aider les autres. C'était la vengeance ultime. Ne pas devenir comme Chad. Ne pas le laisser gagner en détruisant son humanité. Au lieu de ça, elle était devenue le genre de personne qui rendait le monde meilleur. Jessie avait protégé sa fille. Oui, il avait détruit la vie de Chad. Oui, mais Casey s'était sauvée elle-même. Et c'était parfait. 3 mois plus tard, Casey partit pour Cornell. Jessie l'aida à emménager dans son dortoir, rencontra sa colocataire, s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Quand il fut temps de dire au revoir, elle le serra farouchement. « Merci, papa, pour tout. C'est toi qui as fait le dur travail. Je t'ai juste soutenu. Tu as fait plus que ça. Tu m'as montré que être fort ne signifie pas ne pas avoir peur. Ça signifie avoir peur et combattre quand même. » Alors que Jessie roulait vers la maison se sentant trop vide sans Casey, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Foster,
c'est l'établissement correctionnel d'État, il y a eu un incident impliquant Chatham. La poigne de Jesse se resserra sur le volant. Quel genre d'incident? Il a été impliqué dans une altercation avec un autre détenu. Il est à l'infirmerie avec des blessures sérieuses. Survivra-t-il? Oui, mais il va y rester un moment. Après avoir raccroché, Jesse ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de vindication, pas de joie. La souffrance de Chad ne signifiait plus rien pour lui. L'homme était irrelevant. Ce qui comptait, c'était Casey s'épanouissant à Cornell. Ce qui comptait, c'était la loi nommée d'après elle. Protégeant d'autres enfants, ce qui comptait, c'était la vie qu'ils avaient reconstruite de la tragédie. Les mois passèrent. Casey appelait régulièrement, excitée par ses cours, ses amis, ses plans. Elle rejoignit un groupe de soutien pour survivants de traumatisme et envisageait de démarrer une organisation sur le campus axée sur la prévention de la maltraitance infantile. Puis vint l'appel que Jesse avait à moitié attendu pendant des années. « Monsieur Foster, c'est le directeur Jacobs de l'établissement correctionnel d'État. J'appelle au sujet de Chatham. Il a été trouvé mort dans sa cellule ce matin. Apparemment un suicide. » Jesse s'arrêta, traitant l'information. « Suicide. » Oui. Il était de plus en plus déprimé selon les gardes, s'était isolé, a laissé une note. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il ne pouvait pas vivre avec ce qu'il avait fait, qu'il était désolé. Après la fin de l'appel, Jesse resta assis dans sa voiture, se sentant étrange, soulagement, vindication, vide et... Il pensa à appeler Casey, mais décida contre eux. Elle avançait, construisait un avenir. La mort de Chad était juste le point final à une phrase qu'elle avait déjà écrite. Au lieu de ça, Jesse appela chacune des victimes de Chad, celles avec qui il était resté en contact, Katie, Jody, les autres. Il leur dit ce qui s'était passé, leurs réactions variaient, soulagement, incrédulité, colère persistante. Mais elles partageaient toutes un sentiment, c'était enfin fini. Ce soir-là, Jesse s'assit dans son bureau à domicile, regardant le seul dossier qu'il avait gardé, la chronologie de tout ce qui s'était passé, 7 ans depuis ce jour d'octobre, où il avait récupéré Casey portant des lunettes de soleil, jusqu'à maintenant, 7 ans de peur, de rage, de planification et finalement de guérison. Il ferma le dossier et le rangea. Ce chapitre était terminé. Jesse pensa à ce que Casey avait dit à la graduation, que les mauvaises choses n'ont pas à te définir. Elles peuvent te raffiner. Elle en était la preuve vivante. Ainsi que les autres victimes qui étaient venues témoigner, qui avaient reconstruit leur vie. Et peut-être, à sa manière, lui aussi, il avait marché sur la ligne entre justice et vengeance, avait fait des choses dont il n'était pas fier, avait franchi des lignes qu'il ne pouvait pas défaire, mais il avait protégé sa fille et d'autres, comme elle. Il avait assuré que Chad ne puisse plus jamais blesser quiconque. Au final, c'était ce qui comptait. Son téléphone vibra. « Test du Casey. Papa, je viens d'avoir un A à mon examen de psycho du développement. La prof a dit que mon papier sur la récupération des traumatismes infantiles était le meilleur qu'elle avait lu depuis des années. Je pense postuler pour un poste de recherche le semestre prochain. Tu me manques ?» Jesse sourit, répondant « Si fier de toi, tu vas changer le monde ?» Et elle le ferait. Pas à cause de ce qui lui était arrivé, mais à cause de ce qu'elle avait choisi d'en faire. C'était la vraie fin de cette histoire. Pas la mort de Chad, pas son emprisonnement, pas sa vie détruite, mais le triomphe de Casey, sa transformation, son refus de laisser le traumatisme la définir. Jesse Foster s'était lancé pour protéger sa fille et détruire l'homme qui l'avait blessé. Il avait réussi les deux, mais dans le processus, il avait appris quelque chose de crucial. La meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est la transcendance. Casey avait transcendé son traumatisme. Elle avait pris la pire chose qui lui soit arrivée et l'avait utilisée comme carburant pour aider les autres. Elle avait transformé la douleur en but. Et Jesse, il avait appris qu'être un père signifiait plus que la protection. Ça signifiait enseigner la force, modéliser la résilience, montrer que tu pouvais affronter l'horreur et en sortir entier de l'autre côté. Chatham avait essayé de briser Casey Foster. Au lieu de ça, il l'avait forgé en quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui passerait sa vie à assurer qu'aucun autre enfant ne souffre ce qu'elle avait souffert, quelqu'un qui transformait victime en victorieuse. C'était la justice, c'était la vengeance. C'était parfait. Et Jesse pouvait enfin se reposer, sachant que sa fille n'était pas juste en sécurité, mais s'épanouissant, pas juste survivant, mais vivant pleinement, pas juste guéri, mais aidant les autres à guérir. La guerre était finie. Ils avaient gagné, pas en détruisant leur ennemi, bien que ça soit arrivé, mais en refusant de laisser cet ennemi les détruire.
Au final, c'était tout ce qui comptait. Jesse ferma son ordinateur portable, éteignit les lumières et alla se coucher. Pour la première fois en 7 ans, il dormit sans cauchemar, sans plan, sans le poids d'affaires inachevées. C'était fini et ils étaient allés libres. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai